Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour à tous et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Frédéric Aziza. Alors Gabriel Attal et la tête de liste de Renaissance Valérie Ayé ont donc lancé hier la campagne européenne de la majorité en sonnant la charge contre le clan Le Pen. Le risque pointé par le Premier ministre d'une dislocation de l'Europe et de l'affaiblissement de la France avec le RN et ses alliés au Parlement européen n'est-il pas réel ? Et puis, au-delà, quelle réponse apporter à la barbarie de Poutine, la soumission ou le soutien sans aucune limite à l'Ukraine prôné par Emmanuel Macron ? Et justement, pour commencer, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que vous dites comme Éric Zemmour, qui s'exprime aujourd'hui dans le JDD, qu'Emmanuel Macron ne veut pas faire peur à Poutine, mais aux Français ? Tellement de questions en une question. Bonjour à tous. D'abord, la première chose, c'est que j'ai trouvé assez pathétique le discours du Premier ministre de la France. Mais ça, on va en parler. Moi, je vous pose la question. Non, la question, c'est la question Zemmour. Est-ce que Macron veut faire peur aux Français et pas à Poutine ? Je pense que Macron veut faire peur aux Français, c'est sûr. Maintenant, ce qui est beaucoup plus grave encore, c'est qu'il décrédibilise complètement la parole de la France dans le monde entier. Pourquoi ? Parce que ces paroles sont folles. Et je voyais encore un article qui était ce matin en Australie, vous voyez, ce qui m'a été envoyé par des gens qui y vivent. Il est complètement incohérent, d'un narcissisme, je dirais, pathologique. Mais l'Australie, c'est pas en Europe. Non, mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que dans le monde entier, la parole de la France est discréditée par des prises de position hasardeuses, excessives, délirantes, incohérentes, et que c'est très grave pour mon pays que j'aime. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il met en danger les Français. Il les engage dans un conflit contre la Russie, dont d'ailleurs nous n'avons absolument pas les moyens. Et ce faisant, de surcroît, il empêche l'aboutissement d'une voie de paix qui est indispensable si on veut assurer la prospérité et la survie du continent européen au XXIe siècle, coincé entre la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc vous voyez bien que ce sont des affaires graves qui ne souffrent pas de la polémique. Et je reviens là-dessus parce que c'était tout à fait symbolique. Le meeting hier du Premier ministre et de Mme Ayé était pathétique. On va parler de ça. Pour la France et sa vie politique. D'abord, la guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce qu'elle ne met pas en danger la paix du monde ? La paix du monde est en danger. J'ai condamné à l'époque, bien évidemment, l'intervention russe en Ukraine. Pour autant, j'ai toujours proposé une voie de paix qui était possible, pour une raison très simple. Et je me permets, si vous m'accordez une minute, de dire que quand on ne connaît pas l'histoire et la géographie, on ne peut pas être un bon chef d'État. L'histoire de l'Ukraine montre qu'il y a toujours eu une partie russe, puisque cet État date de 1991, et une partie qui était rattachée à l'Austro-Hongrie, l'Empire austro-hongrois et la Pologne. Tout ça a évolué depuis la guerre. Mais écoutez, est-ce qu'on peut être sérieux sur un conflit fondamental ? Il y a une histoire, il y a une géographie, et vous savez très bien que cette agression que j'ai condamnée répondait aussi à une déstabilisation qui avait été faite par l'OTAN. On a appris par le New York Times tout récemment l'installation de bases de la CIA aux portes de la Russie, côté ukrainien, dès 2014. Donc c'est la faute aux États-Unis et pas à la Russie ? C'était tort partagé. Alors, attendez. Et ces torts, si je peux venir au bout, ces torts partagés aboutissent à un conflit désastreux pour l'Europe. Pourquoi je vous dis ça ? D'abord, les torts partagés. Les accords de Minsk, qui avaient été faits par François Hollande, Madame Merkel, Poutine et la Biélorussie, prévoyaient l'autonomie du Donbass, l'arrêt des hostilités au Donbass, et c'était le seul moyen d'apaiser les choses. Ces accords de Minsk n'ont pas été respectés par l'Ukraine avec la complicité de la France et de l'Allemagne. On a abouti à une situation inextricable. Il y avait une voie de paix possible. Cette voie de paix repose sur ce que Jacques Chirac avait demandé dès 2008, c'est-à-dire la neutralité de l'Ukraine, le retrait des bases de l'OTAN à partir de 2014, puisque l'OTAN s'était toujours engagée à ne jamais avancer en Ukraine, d'en faire une zone tampon, une zone neutre, avec un accord de sécurité globale. C'était tout à fait possible. D'ailleurs, les Ukrainiens et les Russes ont signé un accord à Istanbul
fin mars 2022, qui a été cassé par les Occidentaux qui n'ont pas voulu de cet accord. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on est parti dans une guerre dont les premières victimes d'abord sont les Ukrainiens. C'est un massacre. Les Russes, c'est un massacre. 2 peuples frères qui ont vécu ensemble pendant 4 siècles, qui se déchirent comme dans une guerre civile. Et ensuite, je finis, rassurez-vous, mais je veux que les auditeurs comprennent ce qui se passe. Et ensuite, c'est un affaiblissement de l'Europe monstrueux parce que c'est la fin de la prospérité européenne. Car n'oubliez pas que les premiers vainqueurs de cette guerre, ce sont les États-Unis qui vendent leur gaz 4 fois plus cher, qui asphyxient l'économie allemande et l'économie française, qui poussent la Russie dans les bras de la Chine, ce qui est une erreur géopolitique majeure, et qui font perdre à la France son influence en Afrique. Eh bien, je vous dis très clairement que quand on est un chef d'État français, dans cette circonstance où c'est l'avenir de l'Europe pour le 21e siècle qui est en jeu, on doit apaiser les choses et non pas jeter de l'huile sur le feu. D'autant que la Russie est prête à cesser le feu. Alors, on précise les choses. Vous parliez de François Hollande tout à l'heure. Oui. Est-ce que 10 ans après, vous dites pas, il a eu raison de bloquer les ventes des frégates à la Russie? Je ne crois pas. Pourquoi Ah bon? Je ne crois pas. Ces frégates aujourd'hui, elles seraient servies. Je crois que François Hollande a surtout eu tort. François Hollande a surtout eu tort. Prenons un peu de recul. On a pris du recul. Oui. François Hollande a sûrement eu tort de ne pas faire respecter les accords de Minsk par la partie ukrainienne. Vous l'avez dit, mais sur les frégates, et je vais vous dire une chose. Sur les frégates à la Russie. C'était pas des frégates, c'était des navires de transport de troupes. Sur les Mistral. Non, c'était pas des frégates. Qu'importe. Moi, je pense que si on avait eu Jacques Chirac, François Mitterrand, même Nicolas Sarkozy, on n'aurait pas eu ce conflit. Voilà. Et c'est la différence, et je pèse mes mots, entre de grands chefs d'État qui défendaient l'indépendance de la France et l'intérêt du continent européen face à des chefs d'État qui étaient plutôt des gouverneurs d'États américains en Europe. La soumission de François Hollande et d'Emmanuel Macron aux intérêts américains a mené l'Europe dans le mur. Et si on avait eu un président de la République qui n'est pas pro-russe, je ne demande pas d'être pro-russe, contrairement à ce qu'on dit. Je demande d'être équilibré, parce que l'avenir de l'Europe dépendra de la paix en Ukraine. Et cette paix, contrairement à ce que j'entends partout, elle est tout à fait possible. La Russie est épuisée, elle est en difficulté à cause des sanctions, et l'Ukraine est morte. On a tué un peuple en livrant des armes. C'est peut-être la Russie qui l'a tué. Mais la Russie a sa part de responsabilité. Avec sa guerre barbare. Mais bien évidemment. On est d'accord. Mais attendez. Quand il y a une guerre, il y a 2 solutions. Soit on souffle sur les braises et la guerre nous échappe et dévore les hommes et les peuples. Soit on regarde objectivement les choses et on essaye d'être voie de paix. On avance. Vous parliez d'histoire et de géographie tout à l'heure. Ça me paraît important. Un point d'histoire, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Quand Adolf Hitler prend l'Autriche puis la région des Sudètes en 1938, pour justifier ses annexions, il invoque, comme Poutine aujourd'hui, s'agissant de l'Ukraine et en 2014 de la Crimée, la communauté de culture et de sang des habitants. À l'époque, 1938, le reste de l'Europe reste passif jusqu'à se féliciter d'avoir gagné la paix après avoir signé les accords de Munich en 1938 avec l'Allemagne, accord qui cède aux nazis les Sudètes. On connaît la suite. Partant de là, est-ce que le parallèle entre Poutine et Hitler n'est pas saisissant? Non, il est totalement faux. Poutine, le nouvel Hitler. Il est totalement faux. Ce parallèle est un narratif pour nous emmener dans une guerre complètement délirante. Et je vais vous dire... de comparaison entre non, absolument pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'ailleurs, il y en a un ce matin qui l'a dit très bien, c'est Arnaud Klarsfeld, qui a fait un très bon tweet, qui explique très bien l'absurdité de cette comparaison. Qu'est-ce que vous en pensez? Frédéric Aziza, moi je veux bien venir à une interview si vous me laissez finir une phrase. Oui, non mais c'est bien de citer les gens, mais vous, je veux savoir ce que vous en pensez. Mais je vais vous répondre. D'accord? Première chose, Poutine n'a aucun projet d'extermination comme l'avait Hitler. Et c'est une insulte à toutes les victimes de la Shoah de comparer Hitler et Poutine. Et ça me fait penser à tous ces gens qui mettent la Shoah à toutes les sauces et qui, ce faisant, portent atteinte à la dignité des victimes de la Shoah. Ça veut dire quoi, mettre la Shoah à toutes les sauces? Ça veut dire que tous les gens qui font des parallèles historiques... Vous parlez des Juifs qui parlent de la Shoah souvent? Non, pas du tout. Je parle de ceux, justement, qui, en créant des amalgames, nient ce qui s'est passé de monstrueux dans l'histoire et de barbarie. Donc quand on se trompe d'analogie,
En fait, on minore ce qui s'est passé. Alors Hitler, Premier Poutine, point. Hitler, Poutine. Donc, rien à voir, il n'y a pas du tout de volonté d'extermination de personne. Volonté d'expansion. Deuxième point, sur Poutine n'a jamais voulu annexer aucun territoire occidental, la Crimée, ni la Pologne. Non, attendez. L'Ukraine, la Moldavie. L'Ukraine a été russe jusqu'en 1991. Donc il peut l'annexer. C'était une république soviétique. Arrêtons de raconter donc il peut n'importe quoi. Non, bon. non. Mais ce qui s'est passé, et vous le savez très bien, et tous ceux qui connaissent l'histoire le savent très bien, c'est que les Occidentaux, à la chute du mur de Berlin, ont promis de ne pas avancer l'OTAN jusqu'aux frontières russes. Ils l'ont fait en incluant la Pologne et les États baltes. Non, mais là, c'est fait. Là, c'est une fake news. Non, c'est pas une fake news. C'est pas l'Occident, c'est écrit. C'est écrit. De ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. C'est écrit. C'est pas eux qui sont responsables. L'Ukraine, fake news, c'est du complotisme. L'Ukraine, ancienne république soviétique, il y avait l'engagement des Occidentaux. Il y avait l'engagement des Occidentaux. Jacques Chirac le premier, Gerhard Schröder le deuxième, les Américains modérés. L'Occident avait dit, l'Ukraine est une ancienne république soviétique, nous n'avançons pas en Ukraine, nous en faisons une zone neutre. Les Occidentaux, les Américains néoconservateurs les plus excités ont avancé et surtout voulu séparer l'Europe occidentale, l'Allemagne notamment, de la Russie. Et c'est pas Poutine qui a fait sauter Gazprom et le gazoduc. Croyez-moi, ça veut dire que l'objectif... On va vous dire que vous êtes un poutinophile. J'en ai rien à faire parce que je ne le suis pas. De premier plan. Eh bien, je ne le suis pas. Et tout le monde le sait. Je suis quelqu'un... On a cette impression. On peut dire ce qu'on veut. Moi, je dis la vérité historique. Non, et je dis, suis pas certain. Eh bien, je vous dis mon point de vue. Et je n'ai jamais été... Je n'ai jamais rencontré Poutine. Je n'ai aucun intérêt en Russie. Je cherche simplement la prospérité de la France, l'équilibre de la France et l'avenir du continent européen. Et je vous dis que cette analogie est une analogie fausse historiquement, totalement fausse dans la réalité. Et si on parle d'Hitler, moi, je n'ai pas envie non plus, je ne crois pas que les Russes soient des enfants de cœur, je suis équilibré dans ce conflit, tout au contraire, mais je n'ai pas envie de soutenir un régime Zelensky qui honore Bandera tous les ans, qui a été le complice d'Hitler, qui a dans l'armée ukrainienne des croix gammées sur les uniformes, le bataillon Azov. Alors, je rejoins à cet égard la position d'Israël, qui est beaucoup plus modérée. Je suis pas certain que ça. Parce que c'est très compliqué. Non, c'est très simple. Israël a été beaucoup plus modéré dans ce conflit. Vous parlez de la position d'Israël. J'en parle parce que la Turquie, je peux parler d'un autre pays. La Turquie, Israël, deux pays proches de nous, ont eu une position sur ce conflit beaucoup plus intelligente, en disant. Nous devons nous retirer un peu de ce conflit. C'est un conflit fratricide, une sorte de guerre civile entre des peuples frères qui ont vécu ensemble 400 ans. Et notre rôle, c'est pas d'en faire un conflit absurde entre l'Ouest et la Russie. C'est pas de pousser la Russie dans les bras de la Chine. C'est pas de se fâcher avec le Sud global. Notre enjeu est l'intérêt de la France. Et moi, je suis homme politique français. Je suis là pour défendre l'intérêt des Français. L'intérêt de la France, c'est de trouver une voie de paix qui ne donne ni raison à Poutine, ni raison aux Ukrainiens, et qui permette d'assurer la sécurité du continent pour le 21e siècle. Et croyez-moi, ça vaut mieux que ces slogans de niveau de maternelle utilisés par un Premier ministre qui n'a ni culture, ni sens de l'histoire, ni volonté de paix, et qui font ça d'ailleurs pour des raisons bassement électorales. Et je vais vous dire une dernière chose, Frédéric Aziza. Les Français sont beaucoup plus fins et sages que ne le croient Monsieur Attal et Monsieur Macron. Ils ne tomberont pas dans les grosses ficelles. La preuve d'un sondage de ce matin, les 3/4 des Français ne veulent surtout pas envoyer des troupes en Ukraine et tomber dans cet engrenage fou. Est-ce qu'on s'est mêlé de la guerre du Yémen ? Est-ce qu'on a envoyé des troupes au Yémen ? Dans ce conflit fratricide au Yémen ? Une question par rapport à Est-ce qu'on envoie des troupes en Israël ? Non. Par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que c'est bien vous comprendre que de dire que vous considérez que c'est les Ukrainiens et son président Zelensky qui sont les héritiers d'Hitler ? On m'a dit que vous disiez ça. C'est vrai ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas les Russes qui honorent des alliés d'Hitler qui ont massacré des 50 000 Juifs et 40 000 Polonais. Non, est-ce que c'est pas les Russes qui ont donné le nom de la plus belle avenue de Kiev
du nom de Bandera. Mais je ne sais pas si vous vous oui, rendez mais compte. La question que je vous pose. Voilà, alors simple. je ne vais pas tomber dans l'excès. Non, l'Ukraine et Zelensky qui sont les héritiers d'Hitler. On m'a dit que vous disiez ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ce serait excessif aussi. Je n'ai pas aimé, et j'ai contesté quand Poutine a dit que l'Ukraine était remplie de néo-nazis. C'est excessif. Simplement, quand on reçoit à l'Assemblée nationale, je vais vous donner un exemple, parce que j'étais le seul député courageux dans cette affaire. Quand on reçoit à l'Assemblée nationale le président de la Rada, le Parlement israélien, qui a fait un tweet 2 mois avant pour dire qu'il honorait Bandera, l'anniversaire de sa mort, quelqu'un qui a massacré 40 000 juifs et 50 000 Polonais ou l'inverse, je ne suis pas très fier. Voilà. Ça ne veut pas dire que j'approuve Poutine. Je ne suis pas fier de ce qu'a fait l'armée russe non plus. Je dis simplement qu'il n'y a pas les bons et les méchants. Il y a une guerre atroce, une tragédie. Qui sont les plus bons il n'y a pas les plus bons. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Alors, une autre question. Je cherche, et Frédéric Aziza, je crois être un des seuls hommes politiques, en tout cas parlementaires, à avoir inlassablement proposé une voie de paix équilibrée, qui n'est ni pro-russe, ni pro-ukrainienne. Et je pense que si j'étais au pouvoir à la place d'Emmanuel Macron, on n'en serait pas là. Mais je ne sais pas si un jour vous le serez. Peut-être. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas certain. Et je pense eh bien, moi, je pense que les Français, un jour, se rendront compte qu'il faut élire des gens sages. Parce que quand il s'agit de la vie et de la mort de nos concitoyens, quand il s'agit de l'avenir d'une ville française qui peut être vitrifiée par une bombe nucléaire, on ne parle pas à tort et à travers, Frédéric Aziza. Président de la République ? Je le pense, oui. Président de la République ? En tout cas, je me propose aux Français. 2027 voilà. Oui, on verra. Nicolas Dupont-Aignan, président de la République. Eh bien, vous n'en savez rien. Non, mais je vous pose la question. Vous y croyez encore ? Ah, mais je défends mes convictions. Et je vais vous dire, Frédéric Aziza, plus le pays s'enfonce dans la faillite financière et dans la guerre, plus je me bats et j'appelle les Français à réagir. Et je vais vous dire autre chose. Quand je vois que la France est en faillite, que les Français sont perclus d'impôts et que Emmanuel Macron distribue des milliards à l'Ukraine sans aucune cohérence, mais je dis que ça tourne pas rond. Alors attendez, je m'inquiète pour sa santé mentale. Mais, je vous reprécise la question. Vous croyez qu'un jour, en 2027, vous pouvez être président de la République ? En tout cas, je proposerai aux Français, probablement, on verra d'ici quelques années, on n'en est pas là. Mais ce que je veux dire... la question, est-ce que vous le croyez ? Vous croyez possible d'être élu président de la République ? Bien sûr, je le crois possible. Ouais. Pourquoi ça ne serait pas possible ? Il y en a beaucoup d'ailleurs en France qui le croient possible. Beaucoup en doute. Eh bien, peut-être. Sûrement vous. J'en doute un peu, oui. Vous avez, et beaucoup. Eh bien, c'est votre droit. Ouais. En attendant, je pense que quand on a des mauvais chefs d'État et des mauvais hommes politiques et que les situations ne sont pas troublées, mais en quoi vous seriez ça fait mieux des dégâts. Emmanuel Macron, par exemple. Parce que moi, je ne pense qu'un chef d'État doit ne pas parler, doit être économe de ses mots, économe de ses mots, ne doit pas parler à tort et à travers, et doit être cohérent dans ses positions. Et ce qui est désastreux pour l'image de la France, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron parle à tort et à travers, décrédibilise le pays et maintenant met en danger les Français. Alors Avouez que ça fait beaucoup. On va parler d'Emmanuel Macron, de ses ça déclarations fait beaucoup. Sur la en tout cas pour moi, modestement. La défaite de l'Ukraine, ce sera un scénario catastrophe ou le meilleur des scénarios possibles ? Mais il faut éviter la défaite de l'Ukraine. Et il faut tout faire pour que la Russie perde. Mais la Russie ne perdra pas. Sauf si on rentre en guerre contre elle. Je veux rappeler que l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Si la Russie avait attaqué la Pologne ou les États baltes, j'aurais une position totalement différente. Mais là, les intérêts vitaux de la France ne sont pas menacés. Et j'ajoute que l'histoire et la géographie, je reviens dessus, de l'Ukraine, méritent une solution d'apaisement. Et que les Russes seraient prêts à un cessez-le-feu si on garantit la neutralité de l'Ukraine. Enfin, quand même, entre une guerre sur le continent, l'affaiblissement pour 50 ans de l'Europe occidentale et un statut de neutralité pour l'Ukraine, mon choix est fait. Alors, autre question. Voilà. Et j'ajoute que ceux qui croient servir l'Ukraine et qui ont envoyé des armes pour faire massacrer les Ukrainiens, on parle d'un chiffre de 400 000 morts, pour tuer un État, est-ce qu'ils ont rendu service à l'Ukraine ? Franchement. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est pas grave. Si, je vous parle de la réalité. C'est que les morts en Ukraine sont bien plus élevés qu'on ne le dit. C'est pas moi qui le dis, ce sont des Américains. La Russie a accentué, en tout cas, vous parlez de la France n'est pas en cause, a accentué son opération de déstabilisation de la société française dans la perspective des élections européennes.
comment répondre à cette menace russe et à la volonté de Poutine de déstabiliser non seulement la France, mais aussi d'autres pays européens et les États-Unis avant les présidentielles du mois de novembre prochain. C'est un fantasme sans aucun doute complet. C'est-à-dire, vous savez, des fake news. Je pense c'est les services de renseignement, les services de sécurité qui l'indiquent et qui l'ont découvert. Je pense que dans notre démocratie, de tous les côtés, il y a des déstabilisations. Il y en a sans doute russes, il y en a sans doute du côté russe, il y en a du côté américain, il y en a du côté chinois. Français les Français vont pas déstabiliser les Français, j'ose espérer. Quand vous dites il y en a de tous les côtés. Mais je veux dire que... Est-ce que la France essaie de déstabiliser d'autres pays? Mais sans aucun doute. C'est la loi du genre. C'est pas légitime, c'est pas glorieux, mais ce que je veux dire... Mais autant que... Et vous croyez pas... Attendez, je crois pas du tout. Question précise. Vous croyez pas, puisqu'il y a eu des preuves, des déstabilisations... Non, mais ça veut dire quoi, déstabilisation? À travers des sites, par exemple. Mais attendez. On essaie de diffuser des fake news, de raconter. Écoutez, moi, j'en ai pas vu, mais peut-être qu'il y en a. Je n'en sais rien. J'ai pas les services secrets. J'ai pas les rapports des services secrets. Ça a été constaté par les services de sécurité. En tout cas, quand on cache des bases de la CIA pendant 4 ans, 6 ans, et qu'on accuse, quand j'ai dit que les bases de l'OTAN avaient avancé en Ukraine, on m'a dit que je faisais une fake news. Quand le New York Times et les Américains le reconnaissent, quand Robert Kennedy, qui est un homme que j'admire beaucoup, Robert Kennedy, candidat, ancien démocrate, candidat à la présidentielle américaine. Ex-candidat, oui. Non, pas ex-candidat, il est candidat, il est dans le processus électoral. Et Robert Kennedy dit des choses très sages. C'est un Américain, il n'est pas suspecté d'être un agent russe. On dit que c'est un complotiste. Hein. Non, écoutez, il a des millions d'Américains derrière lui. Quand il dit et quand il cite des responsables américains qui expliquent que les 170 milliards que les Américains et les Européens ont payés, c'est les impôts des Américains et des payés, servent uniquement à acheter des armes américaines et à défendre des achats de terres ukrainiennes par BlackRock, il dit que derrière cette guerre, il y a surtout des intérêts financiers. C'est pas moi qui le dis, c'est pas Poutine, c'est un candidat à la présidentielle américain. On revient en France. Mais ça vous gêne peut-être. Non, mais ça me gêne pas. Ce que je veux dire... Non, attendez, je vous pose une question. Non, mais je crois que vous définissez comme Ce que je veux dire, c'est que les fake news sont souvent des informations qui ne gênent Emmanuel Macron dans son narratif d'entrée en guerre. Moi, je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi. J'estime qu'on a le droit, les Français... Guerre, vous savez très bien ce qu'il a dit. Excusez-moi. C'est de répondre à Poutine c'est pas vrai. Pour que justement il ne continue pas à agresser. Excusez-moi, Frédéric Aziza. Et l'Ukraine et les autres Excusez-moi, Frédéric Aziza. Moi, j'ai lu l'accord militaire qu'a signé Emmanuel Macron le 16 février. Qui sera mis au vote mardi à l'Assemblée. Qui sera mis au vote selon la mauvaise procédure d'ailleurs constitutionnelle, mais qu'importe, mardi. Je l'ai lu, cet accord. On pourrait être favorable à un accord de soutien en armement à l'Ukraine. Je n'y ai pas été hostile au départ. En revanche, là, on change de nature. C'est plus un accord de soutien à l'Ukraine. C'est un accord visant à bloquer la paix. Puisque dans cet accord soumis aux députés... Donc la paix est possible avec Poutine aujourd'hui. Oui, bien sûr. La paix, puisque dans cet accord militaire signé par la France, et je voterai contre, il y a écrit l'inscription de l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine. L'entrée de l'OTAN dans l'Ukraine bloquera la paix pour un siècle. C'est une folie. Je termine sur cet accord. Avancer, mais attendez, il y a des faits. Vous pouvez, les auditeurs peuvent aller sur le site de l'Élysée et lire l'accord. Il y a un terme effrayant qui est dissuasion active. Ça veut dire quoi? Et Emmanuel Macron l'a dit à Stockholm. Ça veut dire que tous les présidents de la République ont gardé la force de dissuasion française pour prévenir d'une attaque sur le sol français. Et lui, Emmanuel Macron, tout seul, étend le parapluie nucléaire. Il est président de la République, chef des armées. Il n'a pas à étendre le parapluie nucléaire à d'autres pays qui ne sont pas membres de l'OTAN. Ça veut dire qu'il met en danger les citoyens français. Je pèse mes mots. On avance. Attendez, mais c'est très grave. Il faut que les Français le sachent. Vous poser des questions pour expliquer ce que vous pensez. Vous définissez comme... C'est plutôt moi qui explique ce que je pense et vous me posez des questions. Si ça vous ennuie pas, Frédéric Aziza. Pour vous expliquer ce que vous pensez, c'est ça que j'ai dit. Vous définissez comme gaulliste. Est-ce que la stratégie du président Macron, en disant non à Poutine, n'est pas justement une stratégie gaullienne? Non, c'est une stratégie parce que c'est pas un non cohérent. Le général de Gaulle a toujours été d'une fermeté totale sur les intérêts vitaux de la France.
Je vais vous donner un autre exemple, un parallèle historique. Alors, je vous repose une autre question. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas expliquer ma réponse. C'est lié à cette deuxième question. Alors, la réponse à apporter à la barbarie de Poutine, c'est quoi? C'est la soumission à la soumission au dictateur russe ou le soutien sans aucune limite à l'Ukraine? Je voudrais reprendre deux faits. Si vous me permettez de faire une réponse argumentée. Parce que je pense que vos auditeurs sont cérébrés et ont envie de réponses argumentées. Quand Kennedy, en 1962, menace la Russie d'une réponse nucléaire parce que la Russie veut installer des missiles à Cuba. Khrouchtchev recule. D'accord ? La situation de l'Ukraine, c'est le parallèle exact. L'OTAN veut avancer et mettre des missiles et avancer l'armée et des bases à la frontière russe dans une zone pour laquelle Poutine estime, à juste raison, il faut être honnête, que c'est dans son environnement immédiat. Est-ce que vous voyez les Chinois et les Russes installer des missiles et des bases à la frontière américaine au Mexique? Personne ne le tolérerait. Aucun Américain. Donc, je reviens là-dessus. Le général de Gaulle avait pris position pour les Américains parce que les Américains étaient menacés. Le général de Gaulle a toujours été clair et c'est pourquoi il a fait la force de dissuasion pour que la France ait une politique indépendante et ne dépende pas justement d'une crise périphérique comme celle de l'Ukraine. Alors, on avance. Donc, je vous le dis là, c'est pourquoi Emmanuel Macron est tout sauf gaulliste, il s'agite, il met en danger les Français et il n'a même pas les moyens de sa politique. D'ailleurs, je remarque qu'il a été désavoué par toutes les chancelleries et même par les Américains qui l'ont trouvé grotesque. Alors, on avance et on revient en France. Mais je n'ai pas répondu, vous aviez posé une autre question, excusez-moi. Soumission ou soutien sans limite à l'Ukraine prôné par Emmanuel Macron? C'est ni l'un ni l'autre. C'est une voie de paix qui passe par un plan de paix que j'avais défini le 7 mars 2022, que j'ai affiné, qui serait premièrement un cessez-le-feu. Ensuite, à partir du moment où il y a cessez-le-feu, on stoppe les livraisons d'armes à l'Ukraine, on met des soldats de l'ONU autour des centrales nucléaires qui sont là-bas, parce que je vous signale qu'on a un sacré danger nucléaire qui peut toucher tout le continent, Tchernobyl, on s'en souvient. On met des soldats de l'ONU. Ensuite, on met un référendum d'autodétermination pour le Donbass, comme il était prévu dans les accords de Minsk. Et ensuite, on a le retrait des troupes russes avec un statut de neutralité générale. Mais c'est très intéressant, excusez-moi, c'est fondamental. Vous n'êtes pas président de la République. Non, mais en revanche, excusez-moi, en démocratie, on a le droit de dire aux Français qu'il y a d'autres voies possibles. Les Français ne peuvent juger ce qui se passe que s'ils savent s'il y a d'autres voies. Vous dites ça depuis des années. Et M. Erdogan, Erdogan propose ça. Les Israéliens, à un moment, ont proposé ça. Les Chinois proposent un arbitrage et la France est absente. La France a disparu. On revient en France. Comme puissance d'équilibre. On revient en France. Mais c'est très important pour l'influence française dans le monde. On parle de la situation en France. La thèse de Gabriel Attal et des dirigeants de la majorité, c'est que Marine Le Pen, Jordan Bardella et le Rassemblement national sont dans la main de Poutine. Le Premier ministre Attal a même jugé mardi à l'Assemblée, je ne sais pas si vous y étiez, qu'il y avait lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine n'étaient pas déjà dans notre pays, visant nommément Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je vais vous dire, d'abord, c'est tellement grotesque qu'il n'y a pas un Français qui peut croire ces fables, mais surtout, c'est grave du point de vue du Premier ministre. Parce que ce qui était intéressant dans le discours du Premier ministre hier, et de Madame Hayé. Donc Hayé, le lancement de la campagne. Oui, c'est que c'est quand même inquiétant pour eux de se dire qu'ils ont la minorité à l'Assemblée, minorité relative, mais enfin ils sont au pouvoir, et qu'ils n'ont parlé que des autres, que de leurs opposants. De dire, non mais ça veut dire, attendez. Est-ce que c'est une mauvaise stratégie? Très mauvaise, ça veut dire qu'en fait, majorité contre Le Pen. Ça veut dire qu'en fait, ils ne pensent plus rien par eux-mêmes, ils n'ont plus de projet à défendre. Ils se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition et qu'ils ne gouvernaient pas depuis 7 ans. J'avoue que c'est assez étrange et que les Français doivent se poser une question en se disant, tiens, c'est bizarre, on pensait qu'ils étaient au pouvoir et ils se comportent comme s'ils étaient dans l'opposition et qu'ils avaient déjà perdu. Alors, on le sait qu'ils ont perdu la confiance des Français, on sait qu'ils pataugent, qu'ils sont en train de nous précipiter vers une faillite financière et c'est ça m'inquiète énormément. Qui n'ont aucune solution, qui sont d'une immaturité crasse. Vous savez, M. Ferrand, d'après les Échos, mais je pense que c'est assez vrai, s'inquiétait beaucoup de la nomination de M. Attal à Matignon. Hier soir, on a eu la preuve de l'immaturité totale du Premier ministre.
Il n'est pas Premier ministre. Il est quoi? Je ne sais pas ce qu'il est. Il pourrait être chef... Il aurait fallu qui à Matignon? Quelqu'un Marine Le Pen? Attendez. Pour qu'il y ait... Vous-même? Il faudrait qu'il y ait des élections. 2 choses. Il y a une crise politique majeure. Si je regarde les choses telles que je les vois, et comme beaucoup de Français les voient, c'est pas moi qui ai enlevé Madame Borne. C'est M. Macron qui a jugé, au bout de 21-49-3, que Madame Borne n'était pas en capacité de gouverner. Il a nommé quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui récite des éléments de langage sans doute écrits par McKinsey, et qui ne gouverne plus. Il n'y a plus rien qui se passe à l'Assemblée, il n'y a plus de projet de loi, absolument plus rien. Et leur seul discours, c'est méchant Poutine, méchant RN. Est-ce que vous croyez que la France va pouvoir continuer... C'est gentil Poutine, gentil RN pour vous? Non, mais c'est pas... On n'est pas dans une bande dessinée. Non, mais puis c'est vous qui prenez ces... Mais non, mais moi je regarde ce qu'ils disent. Ouais. Je dis qu'il reste 3 ans, que la France a un déficit budgétaire qui explose, les finances publiques du pays ne sont pas maîtrisées, nous avons le plus fort taux d'impôt du monde, l'immigration n'est pas maîtrisée, l'insécurité n'est pas maîtrisée, et je me dis, il faudrait peut-être être sérieux. C'est ce qui vous conduit. C'est pourquoi j'ai demandé qu'il y ait une dissolution, de nouvelles élections législatives, parce que je pense, et là je ne suis pas en accord avec Marine Le Pen, Marine Le Pen pense, d'après ce que j'ai compris, j'écoute ses déclarations, qu'il faut attendre 2027, mais moi je pense que le pays ne peut pas continuer comme ça encore 3 ans. C'est la situation du pays. 3 ans. C'est la situation du pays que vous constatez qui vous fait dire je peux être président de la République. Mais ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Ma petite personne n'est pas en jeu. Oui, mais vous en avez parlé. Oui, en tout cas, ce qui me fait dire qu'il faut des gens sérieux qui gouvernent la France. Et vous êtes sérieux? Ah oui. Et ce qui me fait dire... gouverner la France? Ah bah oui. Et ce vous qui avez me fait idées dire en tête, un très projet, clair. des idées de personnalités qui pourraient gouverner. Regardez mon projet présidentiel de 2022. Vous avez fait combien? 2%, oui. Voilà, oui, bien sûr. 2%? Eh bien oui. Et bien sûr. 2%, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Non, c'est pas avec ça qu'on mais gouverne. regardez, au-delà de ma personne, je dis qu'il faut une dissolution. Et j'ai toujours proposé une coalition. Je pense que les Français sont mûrs aujourd'hui, en cas de dissolution, pour élire une nouvelle majorité, allant des Républicains qui ne sont pas macronistes, à Debout la France, au Rassemblement national, pour qu'on sauve le pays. Avec Zemmour aussi? Pourquoi pas? Une grande alliance pour qu'on sauve le pays avant qu'il s'enfonce dans un gouffre. Alors, est-ce que la seule question que je pose aux Français qui m'écoutent, est-ce qu'ils ont le sentiment, honnêtement, en conscience, qu'on peut continuer 3 ans dans cet état d'amateurisme et de légèreté? Alors avant une éventuelle... Je ne le crois pas. Après, excusez-moi, je finis ma phrase, mon raisonnement. Frédéric Aziza, si les Français, à l'occasion d'une dissolution, estiment que Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Ciotti sont pas capables de gouverner et veulent gouverner avec un François Bayrou, avec un Emmanuel Macron, vous savez, il y a des élections. Le mandat de député, c'est 5 ans. Le mandat de président de la République, c'est 5 ans. Il faut peut-être respecter les échéances électorales. Je vais vous donner un exemple. Hein? Je peux vous donner un exemple. Oui, je ne suis pas chargé de conseiller Emmanuel Macron. Mais si Emmanuel Macron avait nommé François Bayrou Premier ministre, c'est pas du tout ma tasse de thé. Mais on aurait eu un homme sérieux qui a une expérience politique et qui, dans un moment difficile pour la France, aurait apporté peut-être un peu de sérieux. Et ce qui me désole, ce qui me désole, on peut être Frédéric Aziza, on peut être un opposant politique et savoir bien sûr qu'ils ont été élus pour 5 ans, mais espérer que le pays, malgré tout, soit gouverné sérieusement. Or là, tous les Français voient qu'il n'est pas gouverné sérieusement. On ne va pas pouvoir y arriver. Il nous reste 12 minutes. Alors je vais répondre plus brièvement. Avant une éventuelle dissolution, il y a les élections européennes. Et d'abord, une précision sur... C'est lié aux élections européennes par rapport au Rassemblement national. Est-ce que vous considérez, comme un certain nombre de politiques, de la majorité, de dirigeants politiques, Attal et compagnie, de commentateurs, d'analystes, que le Rassemblement national est le parti de Poutine en France? Mais non, mais c'est grotesque. C'est grotesque. Il n'y a pas de parti poutiniste en France? Bien sûr que non. Rassemblement national, bien sûr que non. Bien sûr que vous-même non. Pas du tout. Enfin, c'est une insulte. C'est une insulte. Mais c'est une insulte tellement excessive que les Français ne seront pas dupes. Alors, autre chose, les élections européennes. A priori, vous avez annoncé
que Debout la France, votre parti. Debout la France, à 99% sera présent. 99% ? Oui, parce que nous devons trancher dans la semaine qui vient, bientôt. Et je vais être très franc avec vous. Ouais. 99%. Donc c'est fait, quoi. Non, c'est jamais fait. Mais sur cette élection, j'espérais, voilà, je vais être très franc, j'espérais qu'on puisse rassembler des souverainistes, des patriotes, pour éviter une dispersion des listes. Par exemple, Florian Philippot ? Par exemple, Florian Philippot, par exemple, Jean Lassalle, par exemple, des personnalités que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il vous a dit, Philippot, qui est quand même assez compliqué, c'est complexe, complotiste. Mais complotiste, ça veut dire quoi ? Non, mais arrêtez. Raciste, enfin... jamais. Enfin, attendez, Philippot n'a jamais eu un propos raciste. Jamais. Ouais. Et je n'irai jamais, tout le monde me connaît, avec quelqu'un qui a le moindre propos raciste. Jamais de ma vie. Bref, moi j'espérais rassembler plusieurs listes pour éviter une dispersion. Ça ne fonctionne pas. Je regrette que Marion Maréchal et Bardella ne soient pas entendus. Je regrette que... surtout qu'ils ne veuillent pas de vous. Mais non, contrairement à ce qui a été écrit ici ou là, il en a été question à un moment s'il y avait eu une grande union patriote. Bon alors, ça n'a pas abouti. Alors votre liste, elle Pour autant, verra le jour ou pas ? Il y a dans les sondages, je voyais ce matin encore 3% des Français qui estiment vouloir voter pour nous. Ça prouve qu'il y a des Français qui apprécient, peut-être qu'ils ne sont pas nombreux, vous le direz, mais moi je pense qu'il y en a de plus en plus, qui apprécient la sagesse de nos propositions sur l'Europe et sur la paix. Et donc il est probable que nous aurons une liste, mais nous déciderons dans les jours qui viennent, et je vous le dirai le moment venu. Donc, mais vous dites 99% de chance... 95. Bon, 95, voilà. Combien ça coûte une campagne ? Ça coûte de l'argent, et c'est pour ça d'ailleurs... C'est vrai que ça coûte 700 000 € ? Ah, plus. Et vous les avez de pas quoi encore, financer ? et nous faisons appel à nos donateurs, et d'ailleurs s'il y en a qui m'écoutent et qui veulent nous aider, ils peuvent aller sur le site de Debout la France. Voyez, vous me permettez de faire un appel aux dons. Il vous manque combien ? Oh, il manque un peu plus de la moitié. C'est-à-dire ? C'est sur le budget d'une campagne pour vous, c'est combien ? Le budget d'une campagne, nous faisons des campagnes modestes. Oui, mais c'est combien ? Même modeste ou pas, c'est combien ? C'est un petit million d'euros. Il vous manque 500 000 € une bonne somme. Il vous manque 500 000 €? Il manque un peu moins. Et d'ici la fin de la semaine, vous pensez que vous allez trouver... Ça ne sera pas d'ici la fin de la semaine, mais nous voyons bien, nous avons beaucoup de dons en ce moment. Et vous savez, au-delà de ces questions matérielles, ce qui me réjouit, quelque part, c'est que beaucoup de Français apprécient ma position sage pour la paix et se disent, tiens, enfin, il y a quelqu'un qui peut-être peut donner un discours différent. Comment vous pouvez dire ça ? Mais je le dis parce que je vois bien le nombre d'appels que j'ai, je vois bien les dons que nous recevons. Ils vous appellent directement ? Je vois bien, mais non, on a un parti, on a des adhésions, on n'a jamais eu autant d'adhésions. Ils demandent à vous parler, ils vous disent, vous êtes le meilleur ? Mais j'aimais ça, c'est pas ça. Quand on voit dans un parti politique, c'est comme une radio. Si vous voyez qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vous appellent, vous vous dites « mon émission a été bonne ». Eh bien moi, je vous dis qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent Debout la France et qui aiment ce patriotisme vous dites ça avant humaniste. chaque élection, et après les résultats, c'est entre 1 et 2%. Eh bien peut-être, mais moi je le pense, donc je le dis. Ah, mais vous avez raison de le dire et de mais vous le savez, penser, de le dire. En démocratie, juste un point, Frédéric Aziza. La démocratie, c'est le pluralisme. Bien sûr. Voilà. Donc, s'il y a des Français qui votent pour nous et qui nous soutiennent, c'est parce qu'ils estiment qu'on a un discours différent des autres. Moi, je suis un patriote républicain humaniste, je suis un gaulliste, j'ai cette spécificité, eh bien, je la défends. Et je la défendrai jusqu'à ma mort. Si vous n'arrivez pas... vous n'allez pas jusqu'au bout, vous ne présentez pas de liste... Je n'envisage pas cette hypothèse. Bon, si on se reverra. Non, mais qui vous soutiendrait ? Jordan Bardella ou Marion Maréchal ? Écoutez, il y aura un choix Debout la France pour tous les Français qui veulent un patriotisme gaulliste, raisonnable, avec une vision de l'Europe, des nations. C'est-à-dire vous imaginez, vous imaginez De Gaulle et les gaullistes s'allier avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella ou avec Éric Zemmour ? Vous imaginez ça vraiment ? Vraiment ? Mais De Gaulle s'allier avec l'extrême droite ? Vous l'imaginez ? Et d'ailleurs, vous êtes considéré d'ailleurs quelque part comme faisant partie de l'extrême droite aujourd'hui. Le Conseil d'État, j'ai fait un procès au ministère de l'Intérieur qui m'avait classé extrême droite de toute ma vie. Je n'ai jamais été d'extrême droite. Et le Conseil d'État, qui n'est pas une organisation qui m'est favorable, a demandé au ministère de l'Intérieur de corriger. Arrêtez avec cette espèce d'insulte permanente ou de caricature d'extrême droite. Je me pose la question sur De Gaulle. Est-ce qu'il pourrait s'allier avec Marine Le Pen, Jordan Bardella ou Éric Zemmour ? Marine Le Pen n'est plus d'extrême droite et n'a jamais été d'extrême droite d'ailleurs elle-même, n'est pas son père. S'il y a autant de Français
des millions de Français. Moi, je parle de De Gaulle. Hein. Qui ne... Écoutez, personne ne peut faire parler De Gaulle. Mais vous le faites parler. Moi, je défends une vision. J'ai jamais fait parler De Gaulle. Jamais. Je défends une vision d'indépendance de la France, de coopération des États, d'un rôle de la France dans le monde de paix, de justice, qui me paraît manquer dans la vie politique française. Laissez-moi au moins le défendre. Oui, si vous m'invitez, c'est que vous considérez que je le défends correctement. On se souvient de votre alliance avec Marine Le Pen. Mais je l'assume totalement. Attendez, à la présidentielle de 2017, j'ai pas fini de poser la question. De 2017, est-ce que vous dites aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est fini, jamais plus d'alliance avec elle, ou vous dites, pourquoi pas? Je dis qu'il faudra que tous les patriotes s'unissent. Je préférerais bien sûr être en tête et qu'elle me soutienne. C'est pas le cas aujourd'hui, je suis lucide. Mais vous dites pourtant, j'ai pas je dis que tous les patriotes doivent s'entendre pour l'intérêt supérieur de la France et pour éviter que la France disparaisse. Car aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est la disparition de la France. Par la faillite financière, il va falloir redresser. J'ai écrit un livre. On n'a pas le temps là. On n'a pas le temps de parler de la faillite de la France. Parce qu'il nous reste 4 minutes et vous en avez déjà parlé. Et des impôts. Et de l'économie qui s'effondre. Une question. C'est pas l'économie russe qui s'effondre, comme avait dit Le Maire, c'est l'économie française. 3 minutes, quelques questions. Excusez-moi, les Français payent des impôts. Une statue de Simone Veil a été vandalisée à La Rochelle ce week-end. Une dégradation revendiquée par l'Action française. Est-ce que vous pointez cet extrémisme, cette extrême droite anti-IVG et antisémite? Totalement. Vous savez très bien qui je suis et j'ai toujours combattu le racisme, l'antisémitisme, toujours, toute ma vie. Alors, dernière partie de cette émission, il reste 3 minutes, c'est la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Qu'est-ce que ça vous inspire? Une tragédie. D'abord, je pense aux otages. Vous savez, j'ai dans ma circonscription un soldat franco-israélien qui est décédé et je sais de quoi je parle. Donc moi, j'ai, après le massacre du 7 octobre, été et réagi très fortement. Les otages, il y a des manifestations en Israël. La priorité, c'est de libérer les otages. Et ça, c'est une pensée quotidienne pour moi. Et alors, le deuxième point, c'est que il faut faire la guerre au Hamas, mais il faut récupérer les otages premièrement, et ensuite, il faut, à toute action militaire qui peut être légitime contre les terroristes, et je les ai toujours appelés terroristes, une perspective de paix qui passe par la perspective d'un État palestinien dirigé par des gens respectables. Et le grand tort de Netanyahou, c'est qu'à force d'avoir favorisé le Hamas, ne pas vouloir 2 États, il a abouti à la situation actuelle. Il est Premier ministre, il fait son boulot. Maintenant, tant qu'il n'y aura pas, parallèlement à l'action militaire, une perspective de paix, eh bien, je crains qu'Israël perde non pas seulement son âme, mais mette en danger sa survie. C'est un peu ce qu'a dit le président Biden hier soir. Hein. Écoutez, voyez, c'est ce que dit Jacques Attali, avec des mots beaucoup plus forts, mais c'est ma position. J'ai toujours été clair sur la défense du droit d'Israël à vivre en paix, mais j'ai toujours dit que même s'il fallait une action militaire forte, il fallait une perspective de paix. Avance vite. Il n'y a pas d'issue, Frédéric Aziza, j'ai compris. Sans perspective de paix. Une guerre entre Israël et le Hamas avec ses conséquences en France. Ainsi, vendredi, des féministes juives des collectifs Nous Vivons et Nos Silences ont dû être exfiltrés de la manifestation parisienne organisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, après avoir été agressées, insultées, même traitées, je cite, de sales juives, de sales putes, alors qu'elles étaient venues dénoncer les viols du Hamas du 7 octobre. Des agressions justifiées aussi par un certain nombre de députés, dont LFI, comme Antoine Léaumont, et aussi des militants d'extrême gauche et des féministes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et puis, question collatérale, est-ce que le procès en antisémitisme fait à Jean-Luc Mélenchon et à ses amis de LFI, comme Manuel Bompard, Mathilde Panot, Émeric Caron, David Guiraud, Antoine Léaumont, sont justifiés? D'abord, c'est abominable. Mais c'est le résultat d'une faiblesse. Donc sur les féministes, hein? Bien sûr, c'est une honte, c'est abominable. Mais c'est le résultat d'une faiblesse que nous payons depuis des années. Je combats cette politique migratoire folle qui continue. Et c'est là le problème. Donc, c'est cette politique migratoire folle qui aboutit à nourrir, et cette faiblesse vis-à-vis des frères musulmans, vis-à-vis... vous savez... Il nous reste 2 minutes, 1 minute. Quand j'ai combattu tout ça... Pardonnez-moi, c'est pas vous, personnellement, mais on nous traitait d'extrême droite. Donc, si vous voulez... Vous n'avez pas répondu sur les féministes. Donc, si vous voulez, sur les féministes, c'est des fausses féministes.
elles sont d'abord racistes et antisémites avant d'être féministes. Le mouvement... Attendez, ce qui est très grave, c'est qu'on a laissé gangréner les milieux universitaires, les milieux féministes, les milieux médiatiques par des gens antisémites qui veulent la destruction de la France républicaine, et que toutes les personnes comme moi qui pendant des années ont lutté, on nous a traités d'extrême droite. Est-ce que le procès en antisémitisme fait des gens Mélenchon est pour vous justifié? En tout cas, ils ont soutenu des antisémites. Voilà. Alors, dernière question pour conclure. Dans moins de 100 jours, les Jeux Olympiques, faut-il craindre pour leur sécurité, comme cela semble être le cas de Gérald Darmanin, qui évoque dans le JDD une menace islamiste, la menace d'émeute, l'action de la gauche radicale ou celle de l'ultra-droite? Moi, en tout cas, je voudrais que, même si j'ai des désaccords, au-delà des désaccords politiques, je veux qu'il y ait un moment de rassemblement. On n'a pas eu les Jeux Olympiques depuis un siècle. De grève lancée par la CGT. Depuis un siècle, il y a un moment, il faut prendre de la hauteur. Ces Jeux Olympiques, c'est un moment de concorde. On n'a pas eu de Jeux Olympiques depuis un siècle. La France a une image détestable dans le monde suite à tout ce qui s'est passé en France. Moi, je veux une trêve des Jeux Olympiques. Et en tout cas, moi, je ne mettrai pas d'huile sur le feu. Merci en tout cas, Nicolas Dupont-Aignan, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Et à dimanche prochain. Pas dimanche prochain, je ne serai pas là, mais, je vous écouterai. Je vous écouterai aussi. C'est à nos auditeurs qu'on dit dimanche prochain. Merci. À bientôt.